L'Afrique du Sud en première ligne face au nouveau variant du Covid-19. Le nombre de contaminations a explosé dans le pays depuis qu'Omicron y a été détecté. Devant ce centre de vaccination du Cap, la file d'attente s'est allongée ces derniers jours. Pour moi, c'est vraiment quelque chose contre lequel nous devons tous nous unir pour lutter. Moins d'un Sud-Africain sur 4 est à ce jour complètement vacciné. C'est bien plus qu'ailleurs en Afrique, mais bien moins que la moyenne mondiale. Si de nombreuses incertitudes planent encore sur la dangerosité d'Omicron, ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'Afrique du Sud paye cher sa transparence. L'annonce de la découverte de ce nouveau variant a provoqué un vent de panique dans le monde entier et la sanction n'a pas tardé. De nombreux pays ont aussitôt décidé d'interdire sur leur territoire les voyageurs en provenance d'Afrique australe. Ces restrictions sont totalement injustifiées et discriminent injustement notre pays et nos pays frères d'Afrique australe. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. Inefficace, voire dangereuse, selon les scientifiques sud-africains. Punir le pays qui a donné l'alerte pourrait en effet dissuader d'autres États de signaler la découverte de prochains variants. Les professionnels du tourisme, eux, dénoncent une mise au ban particulièrement cruelle à quelques semaines de Noël. Les conséquences économiques s'annoncent très lourdes dans un pays déjà durement touché par la crise du Covid. Au troisième trimestre, le taux de chômage y a atteint un nouveau record à près de 35%. J'ai déjà licencié les 2 femmes qui travaillent pour moi. Maintenant qu'il y a une annulation des vols, cela signifie qu'il n'y aura plus de touristes, donc nous allons fermer. Malgré cet isolement de l'Afrique du Sud, Omicron a déjà commencé à se répandre dans le monde, notamment au Nigeria, où le taux de vaccination reste très faible. Les chefs religieux ont été appelés à la rescousse pour mobiliser leurs fidèles dans les églises et les mosquées. À Dakar, à l'occasion du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine a promis 1 milliard de doses anti-Covid à l'Afrique pour combler son vide vaccinal. Mais outre un criant manque de doses, le continent se heurte aussi à beaucoup de réticences dans ces campagnes de vaccination. C'est le cas notamment ici au Cameroun, où les idées reçues et la désinformation sur les réseaux sociaux rendent très difficile le travail des agents de santé qui tentent de convaincre les habitants. On ne veut pas les vaccins. Nous, on n'est pas malades. Voilà. La maladie, ça, c'est la maladie des riches. Ce n'est pas la maladie des pauvres comme nous. Seuls 4% des plus de 18 ans ont été vaccinés depuis que les premières doses ont été distribuées il y a 7 mois, très loin de l'objectif affiché de 40%. À 5 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, le gouvernement a lancé 2 campagnes pour faire monter ce pourcentage. Le gouvernement a repris la main en Éthiopie. C'est le message que veut faire passer le Premier ministre en se montrant en uniforme au front sur ces images diffusées sur son compte Twitter. Abiy Ahmed et ses troupes affirment avoir repris plusieurs localités sur la route d'Addis Abeba qui étaient tombées aux mains des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Cette zone montagneuse derrière moi était un bastion de l'ennemi. Nous avons réussi à libérer complètement la zone. Le moral des forces de défense est vraiment excellent. La guerre est menée de main de maître. Nous avons pris Kassagita. Le gouvernement affirme aussi avoir repris le site de Lalibela, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial et contrôlé depuis août par les rebelles tigréens. Cette contre-offensive est soutenue par des artistes, des sportifs et notamment la légende du marathon, Haile Gebrselassie, qui a participé samedi à une cérémonie dans la capitale. Depuis plus d'1 an, la guerre au Tigré a fait plusieurs milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés et la famine menace des centaines de milliers de personnes dans le nord de l'Éthiopie. Seule petite éclaircie saluée par l'ONU, la reprise des vols humanitaires entre Addis Abeba et le Tigré qui avait été suspendue fin octobre. Frappes aériennes et tirs d'artillerie dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Avec l'accord de Kinshasa, l'armée ougandaise est passée mardi à l'offensive contre les ADF, les forces démocratiques alliées, le groupe armé le plus meurtrier de l'Est de la République démocratique du Congo. Présenté par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale et accusé par l'Ouganda de récents attentats.
Et eux et nous, nous faisons face à un ennemi commun qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime, à la fois en Ouganda et chez nous. Nous avons l'obligation d'agir ensemble. Les Congolais sont partagés entre l'espoir d'en finir avec les atrocités et l'inquiétude de voir cette armée étrangère s'installer chez eux. Ils sont nombreux à ne pas avoir oublié le rôle joué par leurs voisins ougandais et rwandais dans la déstabilisation de l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Les Burkinabés appelés à manifester samedi pour dénoncer l'insécurité grandissante dans leur pays et l'incapacité du pouvoir à les protéger de la violence djihadiste. À Ouagadougou, ils étaient des centaines et la marche qui se voulait pacifique a dégénéré en incident. À l'origine de cette flambée de colère, l'attaque le 14 novembre d'un détachement de gendarmerie qui a fait au moins 57 morts. Ces manifestants exigent le départ du président Roch-Marc Christian Kaboré et les Burkinabés sont aussi de plus en plus nombreux à demander le départ des soldats français engagés au Sahel. Les critiques à l'égard de la France se multiplient aussi au Mali et ici au Niger où le convoi militaire de la force Barkhane a été pris à partie samedi après avoir déjà été bloqué plus d'une semaine au Burkina. Des heurts ont éclaté à Terra dans l'ouest du pays, faisant au moins 2 morts. Dans cette université de Hargeisa, la capitale du Somaliland, plus de 1000 étudiants célèbrent l'obtention de leur diplôme universitaire. Parmi les 4,5 millions d'habitants, la jeunesse représente 3/4 de la population. Et pour ces jeunes diplômés, l'avenir professionnel reste incertain. Nous avons vécu beaucoup de choses. Ce pays a vécu beaucoup de choses. Nous espérons que le chômage va s'améliorer au fil du temps. Le Somaliland a déclaré son indépendance en 1991 et bataille depuis pour obtenir la reconnaissance de la communauté internationale. Victime de la mauvaise réputation des 2 derniers pays d'Afrique à avoir été reconnus, le Soudan du Sud, un pays qui ne se relève pas de décennies de guerre, et l'Érythrée considéré comme l'un des pays les plus répressifs au monde. Saïd Chourki est le fondateur de l'unique musée du Somaliland. Pendant la guerre pour l'indépendance, il était au front. Pour lui, le Somaliland remplit tous les critères pour être reconnu. Nous survivons sans reconnaissance, parce que nous savons que nous existons. Nous avons notre propre monnaie, notre petit passeport reconnu par certains pays voisins, nous avons un système d'élection pluraliste, nous avons toutes les caractéristiques d'une nation, nous les avons toutes. Le Somaliland a aussi réussi à rester en paix dans une région où l'insécurité règne. Sans reconnaissance, il ne peut pas accéder à des emprunts internationaux, de l'argent dont le Somaliland a besoin pour faire développer son économie, mais aussi pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, plus de la moitié du budget du gouvernement y est consacré. Tout d'abord, il n'est dans l'intérêt de personne que nous nous effondrions. Il n'est pas dans l'intérêt des Somalilandais ni de la communauté internationale que le processus démocratique que nous avons mis en place s'effondre et que nous nous retrouvions dans un jeu à somme nulle. Il n'est pas dans l'intérêt des Somalilandais ni de la communauté internationale que le chaos s'installe ici. Le gouvernement espère que le nouveau contrat signé avec une compagnie basée à Dubaï pour la gestion du port de Berbera va créer de nouveaux emplois, mais aussi inciter d'autres investisseurs étrangers à venir malgré son statut non reconnu.